lundi politique avec Gaël Le Dantec. Bon appétit sur la première. Lundi politique, Gaël Le Dantec. En 2015, il avait choisi de faire une pause après avoir enchaîné pendant des années les mandats au conseil régional, au conseil départemental. Le voilà qui revient pour briguer un mandat de maire au port, un fauteuil qu'il a déjà occupé dans les années 90. En 2013, il avait expliqué sa rupture avec le Parti communiste réunionnais, fondé par son père il y a 60 ans. Et de ce côté-là, pas de retour en arrière, même si la figure paternelle est bien toujours présente. Pourquoi tenter de revenir aujourd'hui dans l'arène politique ? Comment compte-t-il y parvenir sans les moyens d'un parti politique pour défendre quelles idées, quels projets? Pierre Vergès, ancien maire du Port, ancien conseiller régional et conseiller départemental, est l'invité de Lundi Politique sur la première jusqu'à 13h. Vos questions à partir de 12h45 au 02 62 99 2000. Bonjour Pierre Vergès. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez présenté hier votre candidature donc à la mairie du Port. Vous avez profité de ce week-end de la Toussaint pour faire cette déclaration devant le cimetière paysager. Il y avait plusieurs raisons à choisir ce lieu-là, symbolique, mais un peu curieux pour une déclaration de candidature politique. Oui, je crois que j'ai toujours souligné qu'il faut que l'on continue à cultiver la symbolique dans les actions que l'on mène, que ce soit au plan politique ou autre. Je pense que c'est très important et donc pour nous, envisager de nous engager pour une bataille électorale ne pouvait se faire qu'à la faveur du rappel, de la nécessité de ne jamais oublier d'où l'on vient. Et on peut se projeter dans l'avenir, mais à la stricte condition de ne jamais oublier, notamment celles et ceux qui ont permis de faire ce que nous sommes aujourd'hui. Alors le 3 novembre, c'était effectivement les 7 années qui sont écoulées depuis la disparition de ma mère, qui était en même temps une militante en faveur de la cause des femmes, mais pas seulement. Et ça a été l'occasion, par une femme qui est dans notre équipe, qui est la deuxième sur ma liste, qui sera la deuxième sur ma liste, Françoise Darel, de rendre hommage non seulement à Laurence Vergès, mais également à toutes les femmes qui se sont engagées dans des périodes bien plus difficiles que celles d'aujourd'hui. Et donc, c'est cette symbolique qu'ensuite nous nous retrouvions sous un banyan, puisque c'est le symbole de notre logo, à l'intérieur duquel, effectivement, on a l'image de Paul Vergès, parce que c'est cette sève qui continue à nous nourrir, je pense, que l'on a fait notre annonce. Parce que le banyan, il ne tient pas s'il se déploie sans d'autres racines qui lui permettent de tenir. Ce sont des arcs-boutants. Et c'est un peu le clin d'œil aussi à cette exigence que j'avais posée. Une équipe. Je ne veux surtout pas être celui qui réfléchit, qui décide et qui agit seul. Et donc voilà toute la symbolique dans un cimetière, mais c'est un cimetière qui est spécial, comme vous le savez, puisque l'architecte qui l'avait conçu à la demande de Paul Vergès lorsqu'il était maire du Port, c'est que ce soit un arbre de vie. Et ce sont des feuilles, et pour montrer que la vie continue, mais que ça ne soit pas un lieu qui doit être austère. On va revenir sur cette question d'héritage politique, mais c'est la première fois que vous vous présentez à ma connaissance, à une élection sans l'étiquette ou moins sans l'appui du Parti communiste réunionnais. Qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'effectivement, à un moment donné, on avait une perspective réunionnaise qui était partagée. Cette perspective, aujourd'hui, je ne la perçois plus. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit à votre collègue qui m'a interviewé hier que même en cas de victoire en 2020, ce n'est pas du tout écrit qu'il y aura un parti politique qui se construira, un énième parti. Pour faire quoi? Et donc, si vous voulez, c'est vrai que ça change les choses parce qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus en équipe parce qu'il n'y a pas d'intendance, si l'on peut dire, qui suit pour les problèmes de dépenses de campagne, pour les problèmes d'enregistrement de candidature, pour toute la communication. Mais ce n'est pas un problème, tout ça, ça s'apprend. Ça n'appartient pas à un parti ou une organisation politique. Mais en même temps, vous disiez il y a quelques minutes que vous vouliez une équipe et pas juste vous, mais le fait que ce soit pas un parti, c'est quand même malgré tout, c'est quand même vous qui allez porter ce mouvement, cette candidature, c'est votre nom, c'est vous, votre personne qui va être au centre quand même. C'est vrai que je suis tête de liste, c'est évident.
Mais derrière moi, j'ai des personnes qui auraient pu être tout autant capables, mais qui ne portent pas le nom, qui n'a pas une histoire, qui n'a peut-être pas aussi d'expérience, c'est évident. Mais je m'attache, je mets un point d'honneur à ce que des responsabilités leur soient confiées, de manière à ce que je ne sois pas celui qui soit, disons, l'homme orchestre, qui fait tout et qui prend tous les instruments. Et on a une équipe, on a par exemple, pour que ça atteste, donc notre programme qui est sur la plateforme YouTube Le Port Sama-Même, enfin vous tapez sur YouTube Le Port Sama-Même, donc on avance en toute transparence, mais si ça a été possible, ce n'est pas seulement grâce à moi, tout le travail d'exiger qu'en priorité, il y ait l'accompagnement d'une population qui se sent abandonnée sur le problème des démarches administratives, sur le problème de recherche d'emploi. Ce n'est pas moi, ce sont d'autres. Alors ça, c'est pour les idées, mais après, c'est pour la mise en pratique, pour l'organisation de campagne. Je ne suis pas seul. À partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est sur le port. Mais soyons modestes, travaillons notre jardin, d'autres travaillent le leur dans d'autres communes. Peut-être que demain, nous nous retrouverons pour d'autres batailles, mais ça sera dans la clarté et la transparence. Parmi les candidats concurrents au port, il y a Féroce Gador qui conduira une liste PCR. Probablement le maire actuel, Olivier Hoareau, du PLR. PLR qui, on le rappelle à nos plus jeunes auditeurs, est une scission, en quelque sorte, du PCR. On a donc le sentiment que la famille communiste réunionnaise n'en finit pas de se diviser en chapelles, en groupes, et notamment au port. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans un parti, ni le Non, PLR, ni le PCR. Mais vous en venez. J'en viens, mais donc effectivement, je pense qu'il y a une désagrégation de ce courant parce que un certain nombre de choses, pour moi, n'existent plus. Et ce qui a expliqué, je l'ai dit à ma tribune libre en 2013, mon départ, la fraternité, c'était quelque chose de mis au firmament pour Paul Vergès, notamment lorsque lui a fait en sorte que ce parti soit au plus haut niveau. Lorsque ça n'existe plus, vous pouvez vous appeler PCR ou autre. Pour vous, le PCR disparaît avec votre père? Moi, je pense. Je pense sincèrement, qu'il y avait un engouement, une motivation, une force qui était portée par rapport à un projet, par rapport aussi à une méthode d'action, par rapport à un partage du travail et par rapport à un respect des différents militants, quelle que soit leur fonction. C'est la raison pour laquelle nous avons une charte des valeurs. C'est vrai que c'est en réaction, si on peut dire, à une expérience passée. Une charte des valeurs, pourquoi? Parce que vous savez que quand vous devenez élu, vous pouvez considérer, en tout cas, beaucoup ont cette tentation de dire qu'on est tous égaux, mais certains doivent être plus égaux que d'autres. Et bien ça passe pas chez nous. En tout cas, c'est pour ça qu'on a fait d'abord une charte de valeurs afin de faire notre programme. Et cette charte de valeurs est sur YouTube, et sur notre page, la Port Sama-Même, sur Facebook et tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliance possible aujourd'hui avec le PCR ou avec le PLR? Vous êtes, parce que malgré tout, idéologiquement, vous êtes assez proches, même s'il y a des divergences d'appareils. Il y a eu des rencontres, notamment, enfin pas avec le PLR, bien sûr, mais on a eu une rencontre avec le PCR. Et pourquoi pas avec le PLR? Parce que, je vais vous expliquer après, si vous voulez bien, mais d'abord en ce qui concerne le PCR. Avec le PCR, la discussion n'a pas pu avoir lieu, puisqu'il disait qu'il y a un préalable, c'est la tête de liste. Et mes colistiers ont dit, il est hors de question qu'on discute de la tête de liste. Il est hors de question. On a d'abord à présenter un programme, présenter le vote. C'est la raison pour laquelle, comme ça a tourné court, nous avons présenté notre programme. Eh bien, le PCR présenta le chien et bon vent au PCR. C'est une sorte de tête de liste. Vous m'avez posé la question. Pour le PLR, on a dans notre programme une exigence préalable, c'est que notre programme ne peut pas s'appliquer si la mairie n'est pas maison du peuple. Demandez à beaucoup de Portois ce qu'ils en pensent lorsqu'ils entrent à l'intérieur de la mairie et qui sont surveillés par des personnes qui les accompagnent jusqu'à tel service qu'ils sollicitent ou autre. Pour moi, je dis demain, ça ne sera pas le cas. Si nous arrivons à la mairie est la maison du peuple, elle doit être ouverte. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne sont pas négociables. Les histoires de tête de liste, on a quand même l'impression que derrière ça, il y a aussi une histoire d'ego, en fait. Des différents candidats. Et il n'y a pas de politique sans ego. Enfin, vous le savez bien, vous qui êtes là-dedans depuis maintenant quelques années. Sauf que, dans la charte de valeurs, comme il est dit, il est hors de question que le maire, si nous accédons à cette fonction, décide des embauches et des licenciements. Moi, j'ai fait l'expérience, de communistes, soi-disant, qui ont décidé seuls, donc de licencier en perte de confiance des personnes qui étaient pourtant à la direction de l'organisation politique.
C'était mon cas. Hein, Vous, c'est ça, oui. Bon. C'est de vous dont vous parlez. Vous avez été écarté du cabinet du maire Jean-Yves Langenier. Alors je veux bien que mon ego soit celui de partager donc cette décision qui appartient selon la loi et le code des collectivités territoriales au maire seul, et à ce moment-là donc faire prévaloir mon ego. À ego et demi. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a des choses qui sont difficilement négociables avec d'autres. Et pour ce qui nous concerne, c'est un programme, je vous le redis, sur la plateforme YouTube. Il a déjà été sur la page Facebook. Donc nous avons un programme. Quel est le programme du PLR? Quel est le programme du PCR? Quel est le programme de l'attentat? Je ne le connais pas. Mais par contre, je n'ai pas dit que la porte est fermée, parce que vous savez que nous, on a souligné aussi, dans une déclaration solennelle, partagée, il n'y a pas que moi qui parle sur cette vidéo, il n'y aura pas de remise en cause de notre liste au soir du premier tour, quel que soit le résultat, et si nous sommes appelés aux concoureurs au deuxième tour. Pourquoi? C'est pas parce qu'on dit on n'en a rien à faire des autres. On dit on discute jusqu'à mars. Il y a du temps là. Discutons du programme, de la façon de travailler et de la liste, bien sûr, des places sur la liste. Et si on est d'accord, ben on y va ensemble. Si on n'est pas d'accord, comment vous allez faire croire aux gens aujourd'hui qu'en 2 jours, nous nous aimons tous et à ce moment-là, donc, on refait liste, surtout quand en plus, il y a non seulement des fois des critiques, mais des insultes ou des coups bas, là, avant le premier tour, entre ceux qui s'allieraient, franchement. Donc pas d'alliance entre les 2 tours, mais des alliances possibles d'ici là. D'ici là, oui, absolument. Avec qui? Ben, avec toutes celles et ceux qui veulent discuter avec nous, sur la base de notre charte de valeurs. Il y a des discussions entamées? Il y a des contacts entre certains colistiers, mais il n'y a pas, si vous voulez, pour l'instant, de concrétisation. Mais les contacts ne sont pas rompus. Et on le dit, ça aussi, attention. Là, je ne le dis pas seulement à vous, c'est dit également sur notre intervention expliquant notre déclaration solennelle pourquoi il n'y aura pas entre les 2 tours de fusion. On doit cette explication aux gens. On ne peut pas dire on verra. Et donc, cette explication existe, elle est publique. Pierre Vergès, qu'est-ce qui vous pousse, vous, personnellement, à vouloir revenir dans cette arène politique? C'est compliqué, vous l'avez dit, vous avez été écarté à un moment, vous avez vécu des choses parfois douloureuses. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à y retourner? Vous avez un peu plus de 60 ans, je crois. Oui. Voilà, pourquoi y retourner? D'une part, comme je l'avais dit, à un de vos confrères qui a un site internet, qui avait interviewé, j'ai été sollicité. Beaucoup, par exemple, ont été meurtris par la disparition donc, du slogan « Le port, ça même ». Ils pensent qu'il y a une approche partisane. Quand vous avez, par exemple, sur le site de la mairie du port, vous avez comme maire en photo Léon Despervenches, ce qui est légitime. André Gontier, même si on conteste comment l'histoire, comment il a accédé au pouvoir avec l'aide, donc, à l'époque de la fraude, il faut le dire, c'était quand même un maire qui était en contact des gens. Et ensuite, vous avez Olivier Warreau. Je ne dis pas que parce que je suis absent, ça pose problème, mais enfin, il y a énormément de gens qui vous disent « Mais Paul Vergès, ça fait quand même pour le port. » Et il n'y a même pas sa photo. Et bien, vous voyez, demain, moi, je ne suis pas pour retirer celle de Gontier, mais je dis, il est hors de question qu'on ne mette pas celle de Paul Vergès. Et celle de Olivier Warreau. Quand il disparaîtra, je veux dire, il faut faire. Et pareil pour Langenier, ou pareil, j'espère, pour moi, mais c'est pas moi qui déciderai à ce moment-là. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que ça, arrêtons avec une approche partisane. Et donc, si vous voulez, si j'ai été aussi appelé à être d'accord, c'est parce que je pense qu'il y a énormément de problèmes qui se posent aujourd'hui et on a une confusion, c'est qu'on veut tout le temps mettre la faute sur l'État ou l'Europe ou les autres. On a un peu évoqué déjà, votre père Paul Vergès est décédé, ça fera 3 ans dans quelques jours. Il a évidemment joué, vous le disiez, un rôle important dans la commune du Port, à la tête de l'accident en 71. Il a aussi fondé le PCR il y a 60 ans. Est-ce qu'il y a une bataille d'héritage finalement entre le PCR d'un côté et la famille de l'autre? Est-ce que vous vous dites, voilà, moi j'ai un héritage direct et puis le PCR peut dire, nous on doit aussi... Moi je suis extrêmement serein sur ce plan. Parce que lorsque j'avais été appelé à intervenir, je ne sais pas si c'était sur votre antenne, télé, lors de la disparition de Paul Vergès, j'avais dit que l'héritage politique de Paul Vergès appartient à de multiples personnes qui jouent un rôle politique. Si on veut que cet héritage produise le plus d'effets, il faut effectivement que chacun, comme vous l'avez dit, mette un peu d'ego de côté, mette de l'eau dans son vin et envisage une perspective donc d'unité pour faire prévaloir et prospérer ses idées. Donc, effectivement, le PCA détient une partie de l'héritage, je ne sais pas laquelle. En tout état de cause, ce que je sais, c'est qu'il y a des valeurs qui ont porté bien haut, et par Paul Vergès notamment, qui aujourd'hui
ne sont plus à cette hauteur des exigences. Et bien, c'est pour ça que je pense que j'ai un rôle à jouer, parce que je revendique une part de cet héritage. Notamment, comme je vous dis, aujourd'hui, les gens ont besoin d'être accompagnés. C'est incroyable comme il y a des dégâts commis par la façon dont cette société fonctionne. Je veux dire, des jeunes en errance, les préadolescents, de nombreuses femmes qui en sont déjà donc mamans très tôt. Il y a, et donc ils sont démunis et qu'on doit aider. Il y a un travail énorme. Est-ce que c'est le rôle de la mairie? Ben bien sûr que c'est le rôle de la mairie. Est-ce que c'est le rôle de la mairie seule? Absolument pas. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas notre problème. C'est le problème de l'ARS, c'est le problème de la politique de la santé au plan étatique ou autre. On ne peut plus, quand des personnes ont des difficultés pour faire des démarches auprès de la CAF ou autre, on ne peut pas dire ce n'est pas notre problème. En tant qu'élu, on doit être aux côtés de ces personnes. Et lorsque je m'aperçois que l'on critique, par exemple, l'État ou autre sur le problème de la circulation et des déplacements, comme je l'ai dit à votre confrère, les voies réservées, c'est le gouvernement qui doit prendre ça par décret? Ou ce sont les agglomérations ici responsables de la politique de transport collectif? Donc, en l'occurrence, le TCO. En l'occurrence, le TCO. Et donc, si vous voulez, attention, lorsqu'on va aller au bout de nos efforts, parce qu'on le fera, à ce moment-là, effectivement, on peut dire à l'État, vous ne pouvez pas nous laisser donc dans cette situation alors qu'il y a encore des problèmes. Mais on ne peut pas demander tout le temps à l'État ou à l'Europe quand, entre-temps, nous, on ne fait pas notre boulot. Et donc, en ce sens, c'est pour ça que j'ai été d'accord pour intervenir dans l'arène politique pour se dire, demain, on va porter un peu ces réflexions et cet argument. Le maire a peut-être moins de pouvoir aujourd'hui, notamment parce qu'il y a moins d'emplois aidés, notamment à distribuer, j'allais dire, parce que les emplois aidés sont aussi, pour certains, l'image d'un certain clientélisme politique. Est-ce que finalement aujourd'hui, être maire, c'est très différent, à votre sens, de ce que ça a été, peut-être quand vous l'étiez dans les années 90 Oui, déjà lorsque je faisais campagne en 1983 pour les élections régionales, pour Paul Vergès et sa liste, on soulignait qu'il y avait 52 079 chômeurs. Aujourd'hui, on a dépassé, ce chiffre a explosé. Donc, si vous voulez, on n'est plus en plus dans une situation où les chômeurs n'étaient pas inscrits dans la longue durée. Aujourd'hui, c'est la longue durée. Et il y a une déstructuration de notre société en ce sens. On le voit dans les crises, celle des gilets jaunes ou autres. Alors, ce n'est pas seulement le travail, mais sans travail, vous avez moins de pouvoir d'achat. Donc, c'est en ce sens qu'il y a vraiment une déstructuration de cette société. Et le travail de maire est beaucoup plus difficile. Mais c'est au moment où il y a des moyens de communication formidables qui se développent, notamment, comme je le dis, là, les moyens numériques, qu'il y a le moins de contacts et le moins d'aide, de soutien auprès des gens les plus en difficulté. Et c'est ça que je pense devoir remettre en cause. Un maire doit être au plus près de sa population demain, parce qu'il y a de sérieuses difficultés et des défis à relever. Sans attendre qu'un travail tombe ou autre, on doit aider les personnes. Et on peut le faire. On peut le faire, c'est une histoire de moyens? C'est une histoire de moyens, mais c'est aussi une histoire de volonté. Je prends l'exemple du port. Tout le monde sait qu'il y a un divorce entre des entreprises et la population portoise en recherche d'emploi. Ce divorce est sur des impressions, ou que c'est pas facile. Vous voulez dire que les entreprises installées au port ne souhaitent pas recruter localement? Mais si nous intervenons pour aider des jeunes, moi, je comprends qu'un chef d'entreprise se dira, oui, là, c'est une situation un peu différente parce que vous m'aidez aussi, parce que moi, j'ai un peu peur de prendre quelqu'un qui, 15 jours après, ne vient plus, ou autre. Donc, si vous voulez, il faut sécuriser. Quand on parle de sécurité, c'est pas de mettre des personnes pour réprimer des jeunes ou autres. C'est travailler avec ces jeunes qui vous diront, nous, on en a rencontré pas plus tard que jeudi dernier. Je vous assure qu'au départ, c'était très tendu parce qu'il y a une aigreur, une rancœur extraordinaire. Et quand on leur dit, il faudra bien choisir demain, il faudra faire des sacrifices, mais pour affirmer des priorités. Quand vous n'avez plus de périscolaire, vous savez que, quand vous avez parlé des contrats aidés, vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'emplois jeunes qui intervenaient. Ratnon, on a été un des leurs, mais pas au port. Hein. Non. Bon. Mais, si vous voulez, ça a accompagné les jeunes Paulette Adois. On a regretté Paulette Adois. Elle était donc dans ce cadre-là à encadrer ces emplois jeunes pour travailler aux études surveillées, à l'encadrement de ces jeunes après l'école. Aujourd'hui, zéro. On paye les dégâts des jeunes en errance.
Il y a un an, le mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez évoqué, paralysé l'île pendant 2 semaines, un mouvement pendant lequel il s'est dit beaucoup de choses sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur la politique, sur le système démocratique. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de ce mouvement? Qu'est-ce que ça vous a appris de l'état de la société réunionnaise? Je ne peux pas dire qu'on s'attendait à, même si à un moment donné, certains politiques, dont Paul Vergès, soulignaient que l'on n'est pas à l'abri d'une implosion sociale et qu'avant celle-ci, il y aura des soubresauts. Et donc, des soubresauts qui durent un peu, je dirais 2 semaines. Bon. Mais en tout état de cause, cette situation conforte mon analyse, c'est que les gens ont besoin d'être associés à ce qui peut se faire. Et ce qui ne peut pas se faire, il faut qu'on leur dise pourquoi ça ne peut pas se faire. Et comment est-ce qu'on fait? Et à ce titre, je vous invite, là encore, à voir dans notre programme, on ne fera pas une politique dans la mandature au cas où on est élu sans associer des personnes qui sont impliquées dans la vie de la cité. Il n'y a pas que des élus. Et à l'intérieur d'un conseil qui s'appelle le conseil Bagnan. Parce que vous avez des personnes qui peuvent vous apporter, mais qu'on ne sollicite pas. On dit, vous êtes élu, vous? Non. Alors, c'est nous qui décidons. C'est ça le drame. Comment on fait justement pour mettre en place cette démocratie participative? C'est le mot très à la mode. Un conseil Bagnan, c'est quoi? Comment est-ce que concrètement... Ce conseil Bagnan, vous avez des personnes, par exemple, qui travaillent sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan des aides aux personnes. Notamment, par exemple, vous avez ma binôme, là, Françoise Zarel, qui est responsable de l'association Ancrage au port pour réinsérer des jeunes lorsqu'ils ont été un peu en errance et ils ont été condamnés judiciairement. Et après, elle se retrouve avec 50 personnes dans une semaine venant demander de l'aide pour les démarches auprès de la CAF ou autre pour remplir le dossier. Ça veut bien dire qu'il y a donc un problème d'aide à ces personnes. Mais elle n'est pas toute seule. Il y a un autre qui prépare des ordinateurs et qui le fait. Une autre association près du Collège Titan. 0 € de subvention. Ni de la mairie, ni du TCO. Ça, c'est pas possible. Ça, si on arrive, ça ne pourra pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail d'aide à la collectivité. Et donc, si vous voulez, ces personnes-là, elles doivent être associées demain à la politique que l'on veut mettre sur pied d'accompagnement des personnes. Et non pas dire, écoutez, faites votre boulot, mais nous, on a été élus. Ça vous regarde pas ce qu'on fait. C'est pas possible demain, ça. Dans le mouvement des Gilets jaunes, on a aussi beaucoup entendu un besoin de renouvellement de la classe politique, un rejet de ces gens qui cumulent des mandats depuis des années, un rejet aussi de ceux qui sont passés par la case justice. Vous cochez plusieurs de ces cases. Est-ce que vous vous dites pas à un moment, bon, maintenant, il faut pas y retourner parce que le monde que les gens attendent, le monde politique que les gens attendent, il doit changer? Moi, je fais attention lorsqu'on dit les gens. Je me dis à ce moment-là, ou bien ça veut dire que les gens de Saint-Denis sont des gens amnésiques. Je crois que le maire de Saint-Denis, c'est M. Gilbert Annette. Alors, les gens, donc pas les gens dionysiens, alors, vous voulez dire. Donc, si vous voulez, moi, je sais que certains le pensent. Je leur laisse le choix de penser ce qu'ils veulent. Moi, c'est la population qui doit, et le suffrage universel, qui doit déterminer ce que souhaitent les gens. Mais, sur la base, en tout cas, c'est vrai, d'un projet. Et ce projet, comme je l'ai dit, il est présenté par moi, mais pas seulement, vous verrez. Il est présenté par mes colistiers, et ce sont ces personnes qui demandent la confiance des gens. S'il y en a qui ne souhaitent pas, parce que des personnes ont été condamnées, ce sont les mêmes qui n'auraient pas voté pour Paul Vergès et n'auraient pas eu la route des Tamarins, n'auraient pas eu le projet de Tamarin, etc., parce que Paul Vergès a déjà été condamné judiciairement aussi. Pour moi, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est pour faire quoi? Et quand il y a un rejet des personnes, c'est parce qu'effectivement, la pratique démocratique n'a pas été consacrée. Mais je vais vous faire un aveu. Vous avez des gilets jaunes au port, qui en tout cas sont avec moi, mais je ne les considère pas comme la référence. Mais je les considère comme, pas plus, pas moins, comme des citoyens du port qui doivent être associés demain aux décisions que nous prendrons. Voilà. Pierre Vergès, Emmanuel Macron est venu à La Réunion. Il a fait quelques annonces sur le terrain de lutte contre le chômage, un plan Pétrel avec une vingtaine d'actions pour l'emploi, avec 700 000 € à la clé. Il est question notamment de 700 millions, non? 700 millions, pardon. Oui. C'est un petit peu plus, mais beaucoup moins que ce qu'il devrait être. 700 000, ça fait un peu. Avec des emplois aidés. On va dire, alors le nouveau nom des emplois aidés, les PEC, 12 000 par an assurés, avec des emplois francs, avec des emplois pour lesquels il y aura des exonérations de charges patronales. Est-ce que ce sont des bonnes pistes ou vous dites, non, ça sert un peu à rien ce qu'il a fait?
Non, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien, mais que c'est loin, loin, loin de ce qui devrait être fait, c'est évident. Et ça me rappelle, c'est pour ça que si vous voulez, il faut à chaque fois essayer de rapprocher ça de ce que l'on peut faire. Vous savez qu'il y a une règle qui s'appelle la règle de l'annualité budgétaire. Autrement dit, quand vous attribuez une subvention à une association, l'année prochaine, vous pouvez ne plus la donner. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au port en 2014. Bon, et c'est notamment pour une association de réinsertion. Là. C'est vrai que l'ancien maire donnait de la subvention. Alors peut-être que c'est un argument suffisant. Mais oui, ça, il faut que ça s'arrête, en tout cas si nous sommes élus. Autrement dit, nous prévoyons donc une pluriannualité de subventions attribuées. La loi ne nous l'impose pas, c'est évident. Mais nous le dirons publiquement pour que les gens voient si on raconte des blagues ou au contraire on respecte ce que l'on dit. Et à partir de ce moment-là, les associations, qu'est-ce qui se passe? Elles se diront, je vais bosser bénévolement pour pouvoir améliorer la situation de la cité en matière sportive, en matière éducative, en matière culturelle ou autre. Eh bien, cette situation-là doit être la règle pour ce qui nous concerne dans la politique municipale. Mais là, vous me parlez de 700 millions. Et demain? Je veux dire, il y a des à-coups. On supprime l'APL, étudiants. On remet. On ne peut pas travailler comme ça. Il faut une visibilité. Et la visibilité n'est pas que dans ce domaine, donc de l'emploi. C'est dans le domaine de l'organisation et des priorités que l'on doit s'assigner. Vous avez le problème des ravines à nettoyer ou autre chose. Vous avez des maires qui en ont parlé. Attention, après, c'est lié donc à la résurgence donc d'épidémies, de problèmes d'épidémies avec la dengue. 12 000 PEC assurés sur 3 ans. Sur 3 ans, 12 000 PEC. Ce n'est pas suffisant. À mon sens, il faut un travail beaucoup plus conséquent. Mais à partir du moment où on y trouve une utilité. Je prends un exemple. Vous avez les transports. Moi, je suis persuadé que dans l'avenir, vous aurez des transports collectifs où on aura un accompagnateur dans les bus, au-delà du chauffeur qui n'aura plus qu'à conduire et non plus à encaisser l'argent ou à veiller si on pointe, etc. Mais ça, c'est un effort financier. Que doivent faire les collectivités locales et comment l'État peut aider? Non, on fait un truc par-ci, voilà, par-là. Et on croit éteindre le feu qui couvre sous la voûne. Et lorsque ça va brûler, c'est pas le maïdo qui va brûler. On va revenir dans un instant au transport parce que vous avez eu des responsabilités dans ce domaine-là. Mais pour finir sur la visite d'Emmanuel Macron, il a démarré sa visite par ce sommet Choose la Réunion dans lequel il a annoncé vouloir faire venir des investisseurs étrangers. Et puis il a développé cette idée de l'espace Indo-Pacifique. Est-ce que ça a du sens d'abord de dire aux investisseurs étrangers venez à la Réunion? Est-ce que c'est ça qui manque de l'investissement étranger? Et est-ce que cet espace Indo-Pacifique, est-ce qu'il a un sens pour la Réunion, autre que géopolitique, militaire Des analyses soulignent que c'est un axe qui a été développé pour contrer, donc notamment la Chine. Donc, avec l'Inde, en partenariat avec l'Inde. Donc, je veux dire, si vous voulez, dans ce jeu géostratégique, nous sommes finalement là le pion qu'on déplace. Un pion qui pourrait avoir un rôle à jouer quand même. Est-ce qu'on a un rôle à jouer? Eh ben, moi, je pense qu'on a été parmi les premiers à envisager que l'océan Indien soit une zone de paix. Bon, on est loin du compte aujourd'hui. Il y a d'une part la Chine, à Djibouti ou autre, l'Inde. Il y a une stratégie donc de grande puissance pour essayer d'avoir des précarés dans la zone. Je pense, moi, qu'on doit avoir un rôle à jouer pour pouvoir être là-dedans un élément de plus grande neutralité. Et à ce titre, je ne pense pas qu'on a sollicité notre avis pour que soit consacrée une telle stratégie. C'est là le problème. Vous avez des self-made men, vous avez des jeunes chefs d'entreprise ici qui se sont engagés en Afrique. Parce qu'on a tendance à dire l'Afrique bouge pas, mais il y a des pays qui ont une très forte croissance en Afrique. Et vous avez des Réunionnais qui y vont. Vous avez des Réunionnais qui sont partis au Mozambique. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Zéro. Enfin, j'en connais, moi. Puisque bon, quand je suis en compétition, je sais qu'il y a des personnes sur qui on devra compter pour réfléchir à la stratégie maritime, par exemple. Zéro. On ne peut plus, et c'est dans le même cadre que ce que je vous disais tout à l'heure, exaspération des Gilets jaunes. N'agissez pas sans nous, ne décidez pas sans nous pour nous. Et bien, de la même chose, comment voulez-vous envisager un rôle stratégique et puis dire aux investisseurs qui sont ici, qui ont déjà fait les efforts, vous n'êtes pas concernés. C'est un problème, vous voyez. Vous avez pendant un moment, Pierre Vergès, occupé des responsabilités au sein du conseil départemental à propos de l'organisation des transports. On l'évoquait il y a un instant. J'imagine que vous gardez un œil sur ce qui se passe dans ce domaine. On a le sentiment que les projets
s'empile, avec pas forcément beaucoup de cohérence. Évidemment, on revient à l'idée d'un tram-train qui s'appelle Runrail, aujourd'hui porté par la région, mais qui avance doucement. Il y a la NRL. Il y avait le monorail avant, non ? Il y avait un monorail, il y avait un projet de monorail entre Sainte-Marie et Saint-Denis. Il y a le projet Tao porté par la Sinor pour faire un tramway dans la commune de Saint-Denis. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, aujourd'hui ? Bon, c'est pas pour faire de la pub pour mon blog, mais j'avais un blog. J'ai décidé d'arrêter et quand je regarde, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore d'actualité. Et j'avais dit... Votre blog s'arrête en 2015. Voilà. Une pause, ouais. Mais je m'aperçois qu'il y a des problèmes qui sont encore d'actualité, notamment sur les transports. J'avais dit, des gens ont critiqué parce qu'on a supprimé des arrêts sur des axes où ça ne relevait pas notre compétence, mais la compétence des agglomérations, TCO, Sémitel, enfin Car Sud, etc. Bon, donc on a décidé donc de donner une priorité qui est d'une vitesse commerciale plus importante. On m'avait critiqué là-dessus. Bah oui, voilà. Le maire du port actuel avait dit qu'il engagerait une action contre le département. Zéro, hein. Tout ça, c'est des paroles. Paroles, comme dit la chanson d'Alain Delon et Dalida. Et donc, moi, ce que je sais, c'est qu'on était, nous, dans notre droit. Mais que ça posait un problème. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que pouvaient penser ces personnes, dont le maire du port, il y aurait une augmentation de la fréquentation. Et contre ce que pouvait penser le groupement, on a récupéré donc de l'argent dès la première année avec 16,2% d'augmentation de la fréquentation. Près d'1 million d'euros. Ça reste, excusez-moi, mais attendez, l'emploi du bus reste très minime aujourd'hui. Évidemment, mais si vous me demandez de parler de plusieurs choses à la fois, en un instant, ça va être difficile. Donc, il y a plus 16% d'augmentation. Et j'avais dit... Nous allons vers l'impasse en ce qui concerne les déplacements parce que cette augmentation, à un moment donné, ça n'aura plus de sens parce qu'il y aura un temps d'attente trop long. Il y aura des personnes qui resteront à terre aux heures de pointe. Et si on n'augmente pas à ce moment la fréquence, et cette augmentation de fréquence entraînera un nouveau problème, c'est que ça sera une saturation nouvelle qui interviendra et qu'il nous faudra passer par une autre infrastructure de transport. Ben on y est. Les cars jaunes sont victimes de leur succès et maintenant, il y a des gens qui sont agacés parce qu'il n'y a pas de place à certaines heures de pointe. Ils sont pris dans des embouteillages parce qu'il n'y a pas de voie réservée. Donc, si on n'a pas un plan résolument volontariste, qui ne concerne pas que le département et qui ne concerne plus le département, puisque c'est la région qui a repris la compétence, mais tous les efforts qu'effectivement on a déployés ne serviront à rien. Il y a un syndicat, il y a un syndicat qui existe, il y a un syndicat mixte des transports qui existe, le SMTR. Donc, alléluia. Oui, on se demande où il est, qu'est-ce qu'il fait. Justement, parce que j'avais dit, quand je vous parle d'accompagnateur de transport, comment voulez-vous ? Moi, quand j'étais marmaille, j'allais voir les marches, moi, à Saint-Pierre, Excelsior, à Saint-Pierre, autre chose. Je prenais le bus tout seul. Les parents étaient tranquilles, il n'y avait pas de risque. Aujourd'hui, vous avez des parents qui ne souhaitent plus laisser leurs enfants de 12 ans ou autre prendre le bus. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnateur, par exemple. Ah, ça coûte trop cher un accompagnateur. Ben continuons. Bon marché coûte cher. Et donc, vous avez des problèmes de dégradation, vous connaissez les incivilités, etc. Donc, on marche sur la tête. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas des voies réservées pour améliorer donc le confort de trajet des usagers, ça passera pas. Et c'est là qu'interviennent les projets monorail d'abord, après enterré, ensuite Runrail en compétition avec le Tao. Donc, si vous voulez, là, il y a un manque de cohérence. Qui doit assurer cette cohérence ? Qui doit porter, finalement, cette cohérence d'aménagement du territoire qui manque un peu ? C'est la région. Le syndicat mixte, où il y a la région, qui est quand même le maître d'œuvre sur le plan réunionnais, mais forcément en concertation avec les agglomérations. Les agglomérations, c'est Sinor, Siret et autres. Et là, par exemple, le maire de Saint-Denis dit, lui, il a un projet, il assume. Bon, c'est que Sinor a de l'argent. Quand même. Et là, ça repose un peu le problème, c'est que lorsqu'il y avait le tram-train, il y avait 0 € apporté par les agglomérations, alors même qu'en principe, dans le projet qu'on avait envisagé, il y avait 400 hectares de libérés pour l'aménagement et l'urbanisme à la montagne. 0 € de plus-value immobilière pour la région. Bon, là, la Sinor prend en charge ça. La région a de l'argent. Ben pourquoi il n'y a pas le prolongement vers l'Est ? Donc et puis, après, donc, c'est d'envisager que ça ne s'arrête pas entre l'Est et le Nord, puisque vous avez quand même d'énormes problèmes de circulation pour peu que vous alliez dans le Sud. Et là, je ne parle pas de la ville de Saint-Pierre intramuros.
Vous avez Verrabie des Cabris, Bois de Lège, tout, des problèmes de circulation. Donc, ou tampon. Ça veut dire que c'est plutôt à la région que tout ça se décide aujourd'hui, Je pense que ce n'est pas qu'à la région. en concertation mais avec la région. Mais absolument. C'est là qu'il y a une partie du pouvoir réunionnais. Est-ce que c'est une élection qui éventuellement vous intéresse? Ah ben forcément, elle m'intéresse. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, exactement dans le droit fil de ce que j'ai dit à votre collègue journaliste hier, si demain il y a des combinaisons envisagées pour les régionales, sur quelle base? Donc avant de créer un parti ou etc., sur quelle base on s'entend? Pour avoir le pouvoir? Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la situation n'est plus la même que celle d'avant, où nous avions été, mais ça c'est pas à cause, mais c'est parce que, je dirais, Paul Vergès l'avait exigé, on a fait une expertise financière des finances de la région. Et le rapport Club Ferd, celui qui travaille avec le ministère de BRC, qui travaille avec les régions, les départements, des grandes collectivités, était, il faudra serrer. Si vous voulez avoir des grandes infrastructures, en plus des lycées à construire de nouveau. Ben, aujourd'hui, pas de grandes infrastructures. Sauf la route du littoral, un peu en panne. Pas de lycée, sauf un lycée. Des dépenses supplémentaires pour la pensée territoriale. Des dépenses pour les ordinateurs. Mais tout ça, mais le rapport Club Ferd n'a pas dit vous pouvez le faire. Donc ça veut dire que la situation financière à la région est beaucoup plus délicate. Donc demain, on ne rasera pas gratis. Hein. Et donc il faudra voir comment on fait preuve d'inventivité. Avec qui? Vous dites on verra, c'est sur la base des projets, des idées plus que des personnes. Mais malgré tout, dans quel état se trouve la gauche réunionnaise aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut s'unir? La gauche réunionnaise, moi je sais qu'en tout cas, il y a des personnes à gauche qui ont très bien favorisé l'élection de président de droite. Je ne parle pas que de... Certains vont comprendre 2015, mais il y avait 2010 aussi. Donc moi, ce terme générique gauche-droite... Donc en 2010, pour que nos auditeurs soient... Oui, c'était la défaite de Paul Vergès, voilà, grâce à l'appui de Michel Vergoz et les socialistes. La candidature de Michel Vergoz qui est restée... Voilà, contre Paul Vergès. Bon, si vous voulez... Donc pour moi, avant toute chose, c'est quel projet? Et vous avez à ce moment-là un fait qui est à prendre en compte. En tout cas, c'est mon intime conviction, c'est le fait micro-régional. Vous avez un rééquilibre dans la métropole du territoire à être envisagé. Sur la base de quelle stratégie? Je parle là, donc, de l'Est. Mais vous avez aussi l'Ouest. Et donc, dans ce cadre-là, il faudra qu'on discute sur la base d'orientation concrète. Et non pas, vous êtes de gauche. On veut battre Macron. Donc, on s'unit, etc. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est... Excusez-moi, hein, ça me dépasse. Je ne dirais pas que c'est une position subalterne. Je dis ça me dépasse. Pour moi, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez des gens, qui ont dit de droite ou autre, qui peuvent envisager donc des projets concrets et qui sont valables. Mais globalement, il y a des gens avec qui vous auriez envie de travailler? Oh, pour l'instant, j'en vois plein, mais vous n'allez pas me dire qui. Mais avec qui on peut discuter. Ouais. Mais après, la discussion, il faut la concrétisation d'un projet. Parce que, malgré tout, pour ces municipales, il y a par endroits des plateformes qui se mettent en place. Oui. PCR, la France Insoumise, PLR, PS... ça sera pas combinaisons multiples. Voilà. Voilà. Certaines fois ça marche, certaines fois c'est l'opposition. C'est la géométrie variable suivant les communes. Ouais. Vous, il y a un parti ou une personnalité avec laquelle vous vous sentez à peu près en phase? Moi, non. Il n'y a aucun parti pour l'instant. Vous aviez soutenu Jean-Yves Ratenon pour les européennes? Oui, j'avais soutenu Jean-Yves Ratenon, mais c'était Jean-Yves Ratenon, c'est pas la France Insoumise. C'était Jean-Yves Ratenon. Après qu'il soit pour les européennes, pardon, ça ne gêne pas. Pour les législatives. Oui. Mais en ce qui concerne donc le soutien, ça a été par rapport à son parcours, par rapport à son engagement. Quand j'ai soutenu Younous Omarjee, j'ai souligné, c'était pas la France Insoumise, c'était Younous Omarjee pour le travail qu'il a fait pour la Réunion. Mais je pense qu'il faut arriver à ça. Sinon, on arrive à des combinaisons incompréhensibles. Et je pense que sur le plan des élections présidentielles demain, on serait bien inspiré, comme on dit, de mettre, comme vous avez parlé d'égos, de mettre les égos de côté. Parce que la situation est très mouvante. 19-8, hein, je crois, c'était, ou 18-9, pardon, Jean-Luc Mélenchon, en 2017. Je crois que ça a un peu évolué. Vous voyez, donc c'est les Verts, par contre, qui ont monté. Mais ça va, ça vient. La politique, faut rester humble. À propos de politique, on a tous souligné le très bon score qu'a fait le Rassemblement national pour les européennes à La Réunion, qui arrive en tête dans toutes les communes, y compris au port. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est un score qui vous inquiète ou est-ce que ça m'interpelle, vous faites avec? Évidemment. Lorsque en 2002,
il y a eu donc au port la consigne au deuxième tour, il faut voter Chirac pour faire barrage à l'extrême droite. Jacques Chirac n'aurait jamais imaginé faire 92% au port. Mais il l'a fait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce qu'il y a une exaspération des gens. Je pense que, quand je vous disais tout à l'heure que des fois on dit c'est pas notre faute, c'est la faute de l'État. Après, quand on peut pas, c'est la faute de l'Europe ou autre. Il faut arrêter avec ce petit jeu-là. Les gens en ont ras-le-bol. Et c'est la raison pour laquelle il faut montrer ce qu'on peut faire, nous. Et après, quand on peut plus, parce qu'on est arrivé au bout du bout, il faut dire, allons demander aussi, soit le département, à la région, à l'État ou autre. Mais ne nous dérobons pas de nos responsabilités. Et les gens, quand ils voient ça, ils se disent, ils sont tous pareils. Et à ce moment-là, c'est le rejet, on va leur montrer, et c'est ce vote. Mais ce n'est pas que là-dessus. J'avais dit, il y a des raisons multiples. Faut pas croire qu'il n'y a pas un problème de malaise par rapport à une immigration. Et donc, on serait bien inspiré à faire très attention à ça. Et donc, non pas de viser du doigt, de montrer du doigt telle ou telle communauté, c'est au contraire d'envisager une intégration de ces communautés. Il n'y a pas de question d'immigration à La Réunion. Il y a vraiment un problème posé de migration, parce qu'on a immigration et immigration. Mais à un moment donné, vous savez très bien qu'il y a des problèmes avec Anjouan, et vous savez très bien qu'il y a un problème aussi donc de flux important entre Mayotte et La Réunion. Il faut intégrer ces personnes. Et il ne faut surtout pas se dire on va les traiter en communauté à part. Or, ça a été beaucoup de politiques qui ont été menées par le passé, et encore aujourd'hui, où on isole ces communautés. C'est un danger que d'envisager demain notre avenir du vivre ensemble comme cela. Et donc il y a un travail à faire en ce sens. J'aurais une question plus pour revenir à votre situation personnelle. Vous en êtes tout de votre emploi aujourd'hui? Vous êtes à la retraite? Pas encore? Je suis toujours donc à disposition du CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale, parce que je suis au grade d'administrateur. Je sais que je paye un peu aussi mon engagement politique qui fait que, au plan administratif, il y a donc des réticences des fois à ce que je puisse donc être recruté dans tel ou tel cadre. Donc je vais. Que vous travaillez pas? Non, je ne travaille pas, mais enfin depuis plusieurs années. Je parle CNFPT. Je veux dire, je ne suis pas à la rue financièrement, mais je vous l'annonce, je serai un retraité de mars 2020. Mais ça veut dire que pendant plusieurs années, vous avez eu ce salaire sans travailler? J'ai eu 50% du salaire, puisqu'il y a eu une remise en cause d'une part, un arrêt du Conseil d'État, d'autre part, par une loi votée par Hollande, de réduction de 5% chaque année de salaire. Donc, pas de majoration de salaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser en tant que fonctionnaire. Une réduction de 5%, et en août 2020, si j'avais continué, c'est 10% de réduction de salaire. Je dis bien 10%. Mais ça, c'est grâce à la République En Marche. Pour aligner le public sur le privé, mais pas pour être à un bon niveau. C'est pour régresser tout le monde. Vous connaissez, c'est tout le débat sur l'assurance chômage et comment vont être pénalisés, encore plus que moi. Moi, je ne pleure pas sur mon sort, mais je sais que c'est quand même pénible ce qui est en train de se passer contre la fonction publique et contre les privés. Juste un dernier mot très rapide sur le mode de campagne, parce que voilà, vous m'avez dit on va faire une campagne 2.0, parce que les tracts ça coûte cher, voilà. Parce que c'est pas seulement que les tracts ça coûte cher, je crois pas, c'est surtout que c'est du papier gaspillé qu'on retrouve des fois dans la rue d'ailleurs. Et donc pour éviter cela, c'est une campagne numérique sur la plateforme YouTube, comme je dis, tous nos documents, on se cache pas aux emplois communaux de vote, mais un travail de porte-à-porte, un travail de réunion café, un travail de contact, mais le moins de papier possible. Ce retour sur le terrain, ça vous plaît? Oui, vous voyez bien que j'aime ça. Merci Pierre Vergès d'avoir été notre invité dans Lundi Politique. Passez une excellente après-midi sur la première. – 13h, le Club de la Presse sur la première. On va parler des élections européennes. Ils ne sont d'accord sur rien, sauf une chose, il faut foutre Macron en l'air. Il y avait une vraie tentative de conjonction entre Didier Robert et la République En Marche. Non mais qu'on soit pour ou contre, moi je vous dis, je suis ni pour ni contre. Le Club de la Presse, tous les mardis de 12h15 à 13h, avec Gaël Le Dantec sur la première. Vos plus beaux souvenirs avec la première.